¿Cómo podrían 30 guerreros rusos defenderse de 125.000 jinetes mongoles? Los jinetes conquistaron la mitad del mundo conocido el 8 de septiembre de 1380 en un campo de batalla cerca del río Vutka, cerca del río de la Horda Dorada. Supuestamente invencible, se enfrentó a un enemigo. Este enemigo se negó a arrodillarse. Durante 140 años, el shogunato mongol había subyugado a los principados rusos, les había extraído tribus, quemado ciudades y sometido poblaciones en esclavitud. Pero en este día, todo iba a cambiar. Los rusos poseían un arma secreta escondida en el bosque. Esta jugada maestra. Esta táctica tomaría por sorpresa a la mayor fuerza de caballería de la historia. Lo que sucedió después destruiría para siempre el mito de la invencibilidad mongola. Esto sembró las semillas de una nación rusa unificada. Para comprender la magnitud de esta victoria, uno debe comprender cuán aterradora era la Horda Dorada. Imagine esto. En 1237, las fuerzas mongolas de Batuán inundaron los principados rusos. Los envolvió como una ola de destrucción. La ciudad de Rizán cayó en tan solo 5 días. Toda su población fue masacrada. Vladimir, una de las ciudades rusas más poderosas, fue arrasada en 1238 tras un asedio de varias semanas. Kiev, la antigua capital, fue completamente destruida en 1240. Sus grandes catedrales quedaron reducidas a ruinas. Sus habitantes fueron masacrados o esclavizados. Los historiadores estiman que la invasión mongola mató a cientos de miles de personas, incluso millones. Linajes enteros de príncipes fueron exterminados. Los tesoros culturales acumulados durante siglos desaparecieron entre humo y cenizas. La devastación fue tan completa que el desarrollo ruso se retrasó 2 siglos enteros. Los mongoles no se conformaron con conquistar e irse. Establecieron un conato masivo dentro de la Horda de Oro que exigía sumisión absoluta. Todo príncipe ruso debía ir a Sarai, la capital de la Horda. Allí recibía un yarlik, un documento que le otorgaba el derecho a gobernar. Sin este documento, no era nada. El tributo fue abrumador. Miles de rublos de plata cada año, pieles y cereales. Lo peor de todo fue la captura de hombres y mujeres jóvenes como esclavos. Negándose a pagar, llegaron los mongoles. Tenían una fuerza de 10.000 hombres. Borraron el principado de la existencia. Durante las generaciones, los príncipes rusos no se esfuerzan por elegir entre inclinarse, rampar y sobrevivir. La guerra psicológica es también brutal y conquista el físico. Les Mongols firent des années faire des exemples avec les rebelles. En 1327, cuando la ciudad de Tresista, las fuerzas mongoles la brûlèrent entièrement, tuant des milliers de personnes. Leur message était clair. La resistencia significa aniquilation. Qu'est-ce qui rendait les Mongols si imparables? Leur tactique de cavalerie assent des siècles d'avance sur leur temps. Les guerriers viers mongols naissaient en selle. Ils étaient entraînés dès l'enfance à tirer des flèches au grand galop avec une précision dévastatrice. Ils employèrent de la fausse retraite, attirant les ennemis dans des pièges avant de les encercler et de les détruire. Leurs arcs composites pouvaient entum soas transpercer les armures à 200 mètres. Ils utilisaient mots et la guerre psychologique semant la terreur par des massacres calculés. Les villes qui se rendaient mains pouvaient être épargnées. Celles qui résistaient étaient anéanties. Chaque homme, femme et enfant étaient tués comme un avertissement aux autres. Les Mongols possédaient, également, une logistique supérieure. Ils se déplaçaient plus vite que n'importe quelle armée de l'Europe médiévale, recorriendo kilometro por día. C'était une machina militaire raffinée colgante des décadas de conquista. De la Chine à la Hongrie, de la Perse à la Polonia. En vain, el reinado en Rusia después de 140 años. Una generación entera había grandi
ne connaissant que la dominación mongole. La idea de resistencia parece un suicidio, pero quien eligió bujer bajo la superficie. En Moscú, un joven príncipe llamado Dmitri Ivanovich llegó a la edad adulta. Né en Dimitri, hérita du trône à seulement ans à la mort de son père Ivan. El joven principe se retrouva entouré de rivaux et d'ennemis. Otros principautés russo, como Tver et Souzdal, voulaient en est que Moscou soit écrasé. Les Lituaniens pressèrent depuis l'ouest et au-dessus planait le joug mongol. Mais le jeune Dimitri avait des avantages. Son mentor était le métropolite Alexis, una figura ecclesiastica sabia y poderosa. Il dirige effectivement la Russia durante la minoría de Dimitri. Alex enseña au jeune homme el arte de gobernar, la diplomacia y la paciencia. Además de un bis importante, Dimitri hérita du travail de son grand-père, Ivan Kalita. Celui-ci avait lentement accumulé richesses et territoires, pseudo-eux pour Moscou. Il servait pour cela de percepteur principal des impôts de la Horde. Ce fut un rôle humiliant, mais cela rendit Moscou riche et puissante. En 1367, Dimitri supervisó la construction del primer ministro Kremlin en pierre de Russie. Esta fortaleza proporciona valor inmediato. Lorsque le grand-duc lythien Algirdas attaque Moscou en 1368 et de nouveau en 1370, les murs de pierre tinrent bon. Les sièges échouèrent. Dimitri apprend une leçon cruciale. Las sólidas defensas se aprovechan del tiempo y el tiempo proporciona oportunidades. Il se montra également politiquement astucieux. Lorsque des princes rivaux contestèrent son autorité, il agit de manière décisive. En 5, el príncipe Mikhail Deutfer reçut une jarlik de la Horde d'Or. Este documento lui accordait le titre de grand prince de Vladimir, la position la plus prestigieuse de Russie. Dimitri respondió, formando una énorme coalition. Elle était de même plus grande que l'armée qu'il allait plus tard mener à Kuikovo. Il marcha sur une force écrasante. Il contraignit Michael à se rendre sans effusion de sang majeur. El Tratado Firmado ce jour-là fit de Michael le vassal de Dimitri. La primauté de Moscou était établie. Otros príncipes del norte de Rusia comenzaron a reconocer el liderazgo de Dimitri. Ils contribuèrent également des troupes à sa base de pouvoir grandissante. Pero el verdadero torneo sobrevivió en cuanto Dimitri tomó una decisión impensable durante todos los años. Il cessa de payer l'intégralité du tribut à la Horde d'Or. Ce n'était pas encore une rébellion abierta? Il envoya de l'or et de l'argent, mais bien moins que ce qui était exigé. Ce fut une insulte calculée, una prueba. ¿Cómo la Horde réagirait-elle? La respuesta llegó rápidamente. En 137, Mama, le dirigeant de facto de la Horde d'Or occidentale, envia una fuerza punitiva. Elle était bajo el mando de Murza Begich. Son but était d'écraser le prince parvenu. Mais voici le rebondissement. Dimitri ne se taira pas. Il ne se cacha pas derrière ses murs. En lugar de Ezo, il marcha à la rencontre des Mongols de front. El 11 de agosto de 1368, y près du fleuve Vaja, les forces russes et mongoles s'affrontèrent en bataille ouverte. C'était la première fois depuis des générations et les Russes gagnèrent. Ce ne fut pas une victoire massive, mais ce fut une victoire néanmoins. Comienza el mourut au combat. La fuerza mongole se retira. La nouvelle se répandit como una aprendiz de poder à travers de los principios russos. Les Mongols pouvaient être battus. Pour Mamaï, cette défaite était intolérable. Qui était Mamaï et pourquoi cela lui importait-il tant? Né vers 1335 dans le puissant clan Kiat, Mamaï n'était pas un descendant directo de Genghis Khan. Cela signifiait qu'il ne pouvait jamais revendiquer lui-même le titre de Khash. En lugar de Ella, il devint un faiseur de rois et un homme de pouvoir.
Il dirige la partie occidentale de la Horde d'Or par le biais de Kafantok. Il détenait le rang de Bayor Bey, essentiellement commandante militaire suprêmo et administrador en chef. Mamai avait passé près de 2 décennies à naviguer dans la politique interna brutale de la Horde. C'était une période appelée les grands problèmes où des prétendants rivaux déchiraient l'Empire. Il survécut là où des dizaines d'autres tombèrent. Il était impitoyable, ambitieux et déterminé à restaurer la domination de la Horda. La défaite à Voja n'était pas sa solo un revers militaire. Elle menaçait toute sa position. Si no è possible maintenait a l'orico russos en ligne, las facciones mongols rivalisant con el usuario gourmand contre lui. Il y avait déjà un dangereux challenger qui montait à l'est, le Khan Tokhtamyk, soutenu par le terrifiant Tamerlan. Mamai devait écraser Dimitri de manière décisive pour prouver sa force. Además, en vain, il commença à rassembler la plus grande armée que la Horde d'Or ait alignée depuis des décennies. Les chroniques parlent de Cini et una parte de 125 000 guerreros. Sin embargo, los historiadores modernos estiman que entre 60 000 y 80 000 unidades vendidas están a plena disposition. Pour la bataille réelle, Mamai amena probablement entre et 2000 hommes. Même les estimations les plus basses en faisaient une fuerza énorme. L'armée de Mamai était diverso y aterrador. Le noyau était constitué de cavaliers lourds, mongols et tartaros, vétérans d'innombrables campagnes. Ils étaient vêtus d'armures lamellaires, émanant des arcs composites des lances et des sabres. Il y avait des forces auxiliaires provenant de peuples assujettis des guerriers huns et circasses des montagnes du Caucase. C'étant de féroces combattants réputés pour leur sauvagerie. Il y avait des mercenaires génois de Crimée, des soldats professionnels équipés d'arbalètes et d'armures en acier. Ils représentaient une des meilleures infanteries que l'argent pouvait acheter. Il y avait même des princes russes renégats dans l'armée de Mamai. Cela incluit l'os contingente de Ryazan, dont le prince jouait sur les 2 tableaux. Mamai forgea alianzas para asegurar la victoria. Il obtint le soutien de Jogaila, grand du Lituanie. Celui-ci promit d'amener les forces lituaniennes à se joindre à la campagne. El principe Oleg de Ryazan, écrasé par Mamai lors de campagnes précédentes et craignant la puissance grandissante de Moscou, s'était ouvertement range du côté de la Horde. El plan era simple y brutal. Converge en Moscú después de varias direcciones con una fuerza ecrasante. El fallo destruire el ejército de Dimitri. Saqueó Moscú y restauró el control absoluto de los mongoles. La tribu será doble. Los príncipes rusos serán reemplazados por los dirigentes más dóciles. La leçon serait écrite dans le sang et la cendre. Du point de vue de Mamai, la victoria era inévitable. Il commandait une cavalerie vétérane qui avait conquis des empires. Il possédait des effectifs supérieurs, des commandants expérimentés et des alliés internationaux. Que podría hacer una réunion de paysans russes et de petits nobles contra el 128 podé de la Horda de Oro? Dimitri reçut des rapports de renseignement tout au long de l'été 1380 concernant les préparatifs de Mamai. Des espions apportèrent des vels, pas apportant des nouvelles de l'énorme armée qui se rassemblait dans les steppes. Des marchands voyageant du sud parlent de forces litiennes en mobilisation. La amenaza existe. Si Dimitri perdait, Moscou serait détruite. El ultimo espoir de la independencia russa. Mais s'il se retirait derrière ses murs, Mamai assied simplement Moscou. Il les affamerait ou ouetterait l'hiver. Non. Dimitri tomó une décision audace. Il irait au combat contre Mamai. Il atraviese la fleuve Don, le plaçant derrière lui, eliminando toda posibilidad de retraite. Son armée tiendrait ou mourrait sur le champ de Kikovo. Ce fut un coup de joueur, mais Dimitri comprit homme devait savoir qu'il n'y avait pas d'échappatoire.
seule la victoire ou la mort. Hante de partir en guerra, Dimitri busca la bendición de Serge de Radonij, el hombre santo más venerado de Rusia. Serge dona sa bendición. El enviado también dos moines guerriers, Alexander Peresvet y Rodian Osliavia, para combatir en la costa de Dimitri. Su presencia es un símbolo poderoso. Dieu était avec eux. Les préparatifs furent méticuleux. Dimitri enviado des ordres à cada principauté alliée à Moscou. La respuesta fut sans précédent. Des troupes affluèrent de Vladimir de Souzdal et de Rostov. Elles venaient également de Yaroslav, Mourom et Kostroma, entre autres. Para el estreno va foi depuis plus d'un siècle, los principautés russes s'unissaient sous une seule bannière. L'armée qui se rassembla n'était pour pas seulement celle de Moscou, c'était celle de la Russie. Dimitri occupa cada détail. Il organisa la collection de fourniturianes et fournitures médicales. Il rassembla des hommes expérimentés dans les traitements des blessures. Il planifia plusieurs itinéraires pour éviter les embouteillages sur les routes médinoques médiocres. Il engagement des marchandes qui connaissaient les routes des steppes et l'emplacement des points d'eau pour guiador l'armée. Después de haber dejado una guarnición sólida en Moscú y Serpuov, las fuerzas de Dimitri, a partir del 20 de agosto de 139, se desplegaron en 3 columnas distintas para evitar bloquear las rutas. Ellas convergen en Kolomna el 24 de agosto. Là, Dimitri ordonna un arresto para que les troupes se reposen. Cela permet aux détachements arrivant en retard de les rejoindre. Para facilitar el recorrido del río Oka, los ingenieros descubrirán tantas toneladas de arena, graviers y tierra en los Gay. Ils les rendirent ainsi praticables pour toute l'armée. La recopilation d'informes est cruciale. Dimitri envia un destacamento de reconocimiento profundo en El Paso. Ses guerriers expérimentés, Rodonrevski, André Volosati et Vassili Tupik, avaient pour ordre de s'approcher des camps de Mamaï. Ils devaient s'en capturer des prisonniers pour interrogation. Para colocar el silencio, estos éclaireurs envuelvent los sabots en Saint-Ciment, envuelvent los sabots de leurs chevaux. Ils revrirent également leur équipement métallique de chiffon. Ils réussirent leur mission et rapportèrent des empeinements des informations cruciales. Ces renseignements, Jot, concernent l'itinéraire et le calendrier de Mamaï. Dimitri calcula que los lituaniens de Jogaila y los riasanis d'Oleg marchan para reunirse con Mama. Sin embargo, si agissait rapidement, il pourrait intercepter Mama avant esta unión. C'était une véritable course contre la montre. Le septembre, l'armée de Dimitri traversa le fleuve Don. Las estimaciones de la fuerza rusa varían considerablemente. Les anciennes chroniques parlent d'un nom par an, d'un nombre fantastico de 2500 hombres. Les estimaciones universitaires modernes situent ce chiffre entre 30 000 et 40 000 combattantes. Les recherches récentes les plus crédibles suggèrent environ 3 000 guerriers. Ils étaient ainsi en infériorité numérique, d'au moins 2 contre 1, voire 3 contre 1. El ejército ruso estaba compuesto por guerreros profesionales, hydrusa, de différents principes. Elle comprend aussi des citadins et des volontaires qui n'avaient jamais vu le combat. C'était un mélange de vétérans et de nouvelles recrues. Todos somos unidos por el desespoir y el espoir. Dimitri organiza sus fuerzas en 6 regímenes posteriores a la tradición militar rusa. El régimen de patrulla efectúa el reconocimiento en vanguardia. Le régiment de l'avant-garde engagementerait l'ennemi en premier. Les régiments de la main droite et de la main gauche tiendrent les flancs. Le grand régiment, sous le commandement personnel de Dimitri, ancrait le centre. Puis vint l'arme secrète, le régiment d'embuscade. C'était la clé de toute la stratégie. Dimitri plaça sa cavalerie la plus expérimentée, les troupes d'élite de divers princes, sous un commandement conjoint.
Este comando fue asegurado por su primo, el príncipe Vladimir Andreyevich de Sirpov, y el general veterano Dmitry Bobrok. Bobrok es un príncipe lituano que ha desertado de Moscú. Il avait épousé la sœur de Dimitri. Aquí tienes una táctica brillante y poseedor de un conocimiento apropiado de la guerra de steppe. Ce régiment d'embuscade cuenta con plusieurs millers des meilleurs cavaliers russes. Il fut caché dans le bois de Dubrava, à l'extrême gauche du déploiement russe. Il était ainsi complètement invisible aux éclaireurs de Mamaï. Si todo se pasa como antes, el resto está escondido justo en el momento crítico. La geografía del campeón de Kuikovo fue perfecta para la estrategia defensiva de Dmitri. El campo está delimitado por las flores de Nepriadva, los barrancos y las 4 densas protegidas en los flancos. Este terreno canaliza la caballería mongole hacia un asalto frontal. Esto anula las tácticas tradicionales de encierro grande y maniobra de flanco. Dmitri posiciona ses troupes en plusieurs lignes. Los flanes están anclados en obstáculos naturales. C'était una posición defensiva ejemplar. Mais il y avait un autre elemento de guerra psicológica. Dmitri cambió su armadura de príncipe con un joven boyard de Moscú llamado Michael Brennock. Brennock porterait l'armure distinctive de Dmitri et son étendard. Il ferait ainsi de lui-même une cible. Dmitri lui-même combattrait dans les rangs avant comme un guerrier l'ordinaire. C'était un pari dangereux. Sans embargo, Dmitri comprend que esto sombre deben luchar contra su costa. Il ne devait pas commander después de la llegada. Et si les Mongols tuent le prince Dmitri au début de la bataille, esto podría alentarles a avanzar en la imprudencia. El 8 de septiembre de 1380, un épais brouillard envolvió al campeón de Kuikovo. Aucune armée ne pouvait voir l'autre. Templo de l'Est, Russes mirent ce. Nos mirent ce temple profit pour prier. Des prêtres se déplaçaient parmi les rangs. Ils rappelaient aux hommes qu'ils combattaient le jour de l'anniversaire de la Vierge Marie. La tensión era insostenible. A las 11 de la mañana, el brouillard comienza a disiparse. A través del campeón, los soldados rusos viren un espectáculo que Dud Glaser leur cantó. Se abre un macizo de muros de caballería mongoles que se extiende hacia el horizonte. Les bannières claquaient au vent. La armadura scintillait bajo el sol de otoño. Le roulement des sabots secouait la terre. Para nombrar a estos guerreros rusos, c'était la première fois qu'ils apercevaient la force qui avait aterrorisé leurs grands-parents. Algunos hombres prièrent le sand sans aucun doute. Otros piensan en su familia. Quelques-uns maniennent leurs armes, nervieusement. Les chroniques rapportent que de muchos moscovitas n'ayant jamais été au combat furent effrayés. Ils désespérèrent, de s'expérière de leur vie en voyant la multitude de l'ejército tartaro. Alors, quelques éligios d'extraordinaire se produisit. Antes de que commence la bataille principale, la tradition exige un combat, la singular entre campeones. Des lignes russes, s'avança Alexander Perisvet, le moine guerrier enviado por Serge de Radonij. Il était maquiso, revêtu d'une armure et portant une longue lance. Des lignes mongoles vint Shelley, aussi appelé Temir Murza, un campeón légendario de la Horda. Según las fuentes rusas, Shelley n'avait jamais été vaincu en combat singulier. Les deux guerriers chargèrent l'un l'autre à travers le champ vide, leurs lances abaissées. Plusieurs millers de personnes respectèrent en silencio. El impacto fut retenissant. Les deux lances atteignirent leur cible. Elles percèrent en armure et sillon. Chalub fut projeté de sa selle, s'écrasant au sol. Pérez, bien que mortellement blessé, resta en selle quelques instants. Il glissa bagno de son cheval. Los dos campeones lloran en quelques minutos. Le moral russe monta en flèche.
El campeón mongol invincible está tumbado. Si Paris pouvait le vaincre, peut-être l'armée pourrait-elle vaincre Mam. Vers midi, la bataille principale éclata. La cavalerie mongole s'élança en une vague Masivo. C'était leur tactique traditionnelle para submergir l'ennemi par la vitesse et le nombre. El régiment de la Vanguardia subit le plus fort de l'assaut. Le son devait être assourdissant. On entendait le fracas du métal, ainsi que les cris des hommes et des chevaux. S'y ajoutait le sifflement de plusieurs milleurs de flèches. El régimen de la lucha vanguardista se désespero pero rapidement se submergio. Il se replia vers le grand régiment. Dimitri combattant au premier, Sono déguisé en simple soldat, se jeta dans la mêlée. Les chroniques disent qu'à ring, il reçut de multiples golpes de estado à la cabeza y al cuerpo. Il fut désarçonné, mais continua de combattre. Son armure et sa côte de maillule lui sauvèrent la vie à plusieurs reprises. Durant este tiempo, Michael Brennock porta la armadura principale de Dimitri, issue Ijo étendard. Il devint la cible principale des attaques mongoles. L'ennemi se concentra sur le meurtre de celui qu'il pensait à être le prince russe. Brennock lutta héroïquement, mais fut finalement encerclé et tué. L'étendard russe tomba. Cuando la nueva muerte del principe Dimitri se reprenda, la panique menaça de se propager dans les rangs russes. El asalto mongol continua con una intensidad salvaje. La infanteria génoise et la caballeria tartara pilonnaire, le centre naît, le centre russe. Colgante 3 auras, la bataille fit rage. Elle oscillait d'un côté à l'autre. Les Russes tinrent bon, mais cela leur coûta très cher. Les pertes s'accumulèrent horriblement des deux côtés. Le champ était glissant de sang, jonché de morts et de mourants. Alors Mam fit son mouvement décisif. Il envoya ses réserves contre le flanc gauche russe, le régiment de la main gauche. La cavalerie mongole lieuga par vagues, implacable et brutale. Le flanc gauche commença à plier. Les guerriers russes tombaient par centaines. Los supervivientes comienzan a luchar en retraite. La línea se fragmenta. Los mongoles sienten la victoria. Ils forcèrent Saint-la-Brèche, commençant à encercler la force russe principale. Les régiments s'étaient montés couper des ponts sur le Don. La situation est desesperada. Les commandants russes au centre pouvaient voir leur gauche s'effondrer. Parece que el fracaso es inminente. La historia se répite una vez más. Le sang russe allait arroser l'herbe de la steppe comme tant de fois auparavant. Vers Sorze, alors que les Russes étaient au bord de l'effondrement total, Dimitri Bobrok passa à l'action. Il avait observé la bataille depuis la dissimulation du bois de Dubrava. Retendré al principe Vladimir Andrejevitch. Vladimir avait voulu Kargador plus tôt, voyant ses camarades mourir, mais Bobrok le retint. Bobrok assistio al momento perfecto. Il assistira à que los Mongols soient Tana pleinement engagés. Il assistante qu'ils avancent Pilan pour encercler les Russes. Il carrette que leurs propres flancs et leur arrière soient exposés. Este momento llegó. Bobrok donna l'ordre. Plusieurs mille chœurs de cavaliers russes jaillirent de Ninté de la forêt dans une charge retenissante. Ils frappèrent Aldas, râpèrent le flanc droit et l'arrière exposé des Mongols avec une force dévastatrice. Los mongoles no tienen ninguna idea de la existencia del régimen de emboscada. Ils pensaient avoir gagné. Soudain, de la cavalerie ennemie fraîche fut parmi eux. Elle abattait les guerriers par derrière. El chaos y el terreno se propagant. Le choc psychologique fut immense. Les unités mongoles qui avançaient avec confiance se retrouvèrent soutien-tam soudain à se battre pour leur survie. La charge d'embuscade fut parfaitement synchronisada y executada. La cavalerie russe ne fit aucun quartier. Elle était animée par la fureur du carnage qu'ils avaient vu.
Ils s'abattirent sur les sables d'abattir sur les formations mongoles. Les sabres étincelaient, les lances perçaient, les chevaux piétinaient les tombées. Le flanc droit mongol se désintégra. Les guerriers qui poussaient pour encercler les Russes se retrouvèrent eux-mêmes encerclés. La panique se répandit comme une entraîne de poudre dans l'armée de Mamin. En el mismo momento, los elementos supervivientes del grand régiment russo, voyant la charge de cavalerie, se râlèrent et avancèrent. El principe Gleb, qui avait pris le commandement después de la desaparición de Dimitri, mena el contraataque. Los mongoles se mantienen pris entre la infantería rusa, el poussant de front et la cavalerie, el martelant leur flanc et leur arrière. C'était un cauchemar tactique. Los comandantes mongoles lanzaron una señal de órdenes, intentaron restaurar la disciplina, pero Elan avait basculé irrévocablement. Les unités commencèrent à rompre, les guerriers commencèrent à fuir. Mamin, observante dès depuis son poste de commandement, réalisa que la bataille était perdue. Son armée invincible, qui aurait dû écraser ces rebelles russes, se désintégrait sous ses yeux. Les chroniques le décrivent hurlant de rage. Il était incapable de croire ce qu'il voyait. Il n'avait plus de réserve à engagement. Rien pour arrêter el contre-attaque russo. Alors que de plus en plus d'unités mongoles rompaient et fuyaient, la ruta devint générale. Les guerriers fuyaient vers la rivière Krasiva Sword. La cavalerie russe les poursuivait sans relâche. Ciertos mongols tentèrent de se lire, se rallant au camp de Mamet. Mais ils furent rapidement submergés. La poursuite continua sur 5 verstes. Les forces russes abattint les ennemis en fuite. Plusieurs milleurs de Mongols se noyèrent en tentant de traverser les rivières Sète dans leur panique. Les chroniques parlent d'un nombre incalculable de morts colgant la poursuite. Mam lui-même abandonna son armée et s'enfuit avec une petite garde personnelle. Il laissa ses trésors et ses bannières. Son armée fut abandonnée à son sort. De regreso al campeón de Kikovo, los fanáticos rusos se enfrentan a sombrías consecuencias. Le champ était tapissé de corps, Russes et Mongols confondus. Le sang s'accumulait dans l'herbe. L'air empobreçait la muerte. El principe Vladimir Andrejevitch cherchait désespérément Dimitri. Personne ne l'avait vu depuis le début des combats. Des rumeurs se répandirent Z, selon lesquelles il avait été tué. Después de una búsqueda frenética, 2 soldados de Kostroma le trouvèrent inconscient sous un bouleau brisé. L'armure de Dimitri était cabossée et abîmée par de multiples golpes. Il était blessé et couvert d'échymose, mais en vie. Quand il retrouva connaissance et apprit la victoire, il pleura de soulagement et de chagrin. Il savait le prix terrible que son peuple avait payé. Durant septembre, los Russos récupéraron y enterrèrent les morts. Les chiffres des pertes sont stupéfiants et contestés. Les vieilles chroniques affirmant que 2053 000 Russos agonisants. Elles ne laissaient même que quant à 50 000 supervivientes. Sin embargo, estos nombres sont imposibles de lograr. Las estimaciones modernas sugieren entre 10 000 y 15 000 muertes rusas. Cela représente environ la moitié de l'armée. Los perros mongoles probablemente sean similares aux superiores. Les conséquences immédiates furent douces amers. L'armée lituanienne de Jogaila apprendit la défaite de Mamaï, fit demi-tour et se retira sans combattre. El principe Oleg de Ryazan, que avait joué sur les 2 tableaux, fut contraint de se soumettre à Dimitri comme à son souverain. Il dut signer un trato de paz. Además de un bis importante, los rusos han capturado enormes cantidades de tesoros, armas, armaduras y caballeros mongoles en el campamento abandonado de Mamai. La victoria encaja con Dimitri como una leyenda. Il reçut le surnom honorifique de Don Skoy. Cela signifiait du Don, conmemorant ainsi son triomphe. Las campanas de las iglesias suenan a través de las tierras rusas.
Después de 140 años de humillación, los rusos terminaron vaincus les mongoles en Bataille Orangée. Mais voici la dure vérité. La victoria en Kołikowo no pasó por la dominación mongola. Él ne le pouvait pas. El ejército ruso está trop affaibli y puede perder la moitié de sus fuerzas. Mama n'était même pas le souverain légitime de la Horde d'Or. Quelques mois après Kulikovo, le véritable Khan de la Horde d'Or orientale, Tokhtamysk passa à l'action. Tokhtamysk était tout ce que Mamaï n'était pas. Il était un descendiente directo de Genghis Khan, una reivindication legitima sobre el conjunto de la Horda. Il bénéficiait du soutien de Tamerlan, le conquérant le plus redouté de l'époque. En 1381, Tokhtamysk abandonnó las fuerzas restantes de Mamaï, près de la rivière Kalka. Mamaï s'enfuit en Crimée. Il y fut assassiné par des marchands génois. Esto podría ser una venganza por la masacre de un mercenario en Kikovo. Tokhtamysk dirigiait maintenant una Horde d'Or reuni. El negocio de restablecimiento inmediato es el control de los tributarios rusos. En 1380, solo 2 años después de Kołikowo, Tokhtamysk mena una invasión masiva de la Rusia. Dmitri, incapaz de reunirse con otro gran ejército después de las muertes de Kołikowo, se retira a Kostroma para reunir a las fuerzas. Tokhtamysk assiège a Moscú. Par la trahison et la ardide, sus fuerzas capturaront des pilleurs, non la ville. Les chroniques décrivant des scènes horribles. Des milleurs percosidés de personnes furent tués. Des bâtiments feutés furent incendiés. Des trésors furent pillés. Moscou fut laissé en ruine, presque entièrement réduit en cendres. Dimitri fut contraint de se soumettre à Tokhtamysk. Se recommanda pagar un tributo. Ce tribut était désormais à un taux encore plus élevé qu'auparavant. Un des fils de Dimitri fut enviado comme otage à Sarai para garantizar la obéissance. Parece que Kulikovo no está consumado. La Russia était de nouveau sous le joug mongol. Moscou fut détruida. Le tribut coulait à nouveau. Mais quelque eligio el fondamental avait changé. El mito de la invincibilité mongole était brisé. Una generación de guerreros rusos espera la irrésistible puesta en ruta de la cavalerie mongole. Ils avaient prouvé qu'avec des tactiques apropiadas, des ventajas de terreno y suffisamment de coraje, los mongoles pouvaient être vaincus. L'unité forgée sur le champ de Kołikowo ne disparut pas. Los diversos principautés rusos cuentan con un conjunto de combate como un solo ejército en la dirección de Moscú. El historiador Lev Gumilev declara que los rusos están todos en el campo de Kołikowo y que son ciudadanos de diversos principados. Ils en étaient revenus en tant que nation russe unies. L'idée d'une indépendance russe, qui avait semblé être un fantasme pendant 140 ans, était maintenant un objectif tangible. Dimitri Donskoy passa les années suivant l'invasion de Tokhtamysk à reconstruire avec soin. Il organisa la reconstruction de Moscou. Il maintint son réseau d'alliances parmi les princes russes et surtout, il continua à renforcer la prétention de Moscou en tant que chef de la Russie. Lorsque Dimitri mourut en 139 à l'âge de ans, épuisé par des décennies de guerre et de stress, il fit quelque chose de révolutionnaire. Il légua son titre de grand prince de Vladimir directement à son fils Vassili, sans demander la permission au Khan. C'était une déclaration que le titre appartenait à Moscou par droit héréditaire. Il n'appartenait pas au Khan de le donner. Cela établit un précédent qui se révélerait crucial. Le pouvoir de Moscou continua de croître au cours du siècle suivant. La Horde d'Or, pendant ce temps, ne se remit jamais complètement des conflits internes qui avaient été permis à Kołikowo d'avoir lieu. Tamerlane envahit la Horde dans les années 1390, lui portant des coups dévastateurs. Au XVe siècle, l'empire autrefois puissant se fragmentait en khanats plus petits, chacun plus faible que l'ensemble. Entre-temps,
Sentence exactement après Kouikouvou, l'arrière-arrière-petite-fils de Dmitri, Ivan II, connu sous le nom d'Ivan le Grand, affronta une armée mongole. Cela se passa lors de la Grande Stance sur la rivière Ugra. Les deux armées se firent face à travers la rivière pendant des semaines. Aucune n'attaqua. Finalement, les forces mongoles se retirèrent. La Russie était enfin vraiment libre. Le joug mongol était terminé. Tout cela remontait au champ de Kouikovo. Cela remontait au Paris de Dimitri et au régiment d'embuscade caché. Cela remontait aux milliards de guerriers russes qui tannent. Pour eux, la retraite signifiait la sécurité et l'avance une mort probable. La signification de la bataille s'étendait bien au-delà de la victoire militaire. Elle accéléra la consolidation des principautés russes sous Moscou. Elle établit Moscou comme le leader incontestable dans la lutte contre la Horde. Elle créa un mythe fondateur pour l'identité nationale russe. À ce jour, les Russes commémorent le film Satyr, le 21 et septembre, comme une journée de la gloire militaire. Ils la célèbrent de Dabon la victoire que leurs ancêtres ont remportée il y a 40 ans. Si Dimitri avait perdu à Kouikovo, la trajectoire de l'histoire aurait changé de manière spectaculaire. Mama aurait mis Moscou à sac. Il aurait probablement tué Dimitri et sa famille. Il aurait installé un prince fantoche entièrement soumis à la Horde. L'unité naissante des principautés russes aurait été brisée. Le pouvoir de Moscou aurait été brisé. Cela aurait probablement permis à Tyr ou à un autre rival de dominer à la place. Sans la direction éventuelle de Moscou, l'unification russe aurait pu prendre des siècles de plus. Elle aurait pu suivre une voie entièrement différente. Les territoires auraient ne pu rester divisés. Ils seraient devenus une proie plus facile pour la Lituanie. Là, la Pologne ou l'Empire ottoman en expansion. Le Poutun, riche patrimoine culturel que Moscou protégeait, aurait été perdu. Les monastères restés avec leur bibliothèque Bex de textes anciens auraient bien pu brûler. L'identité russe émergente, forgée dans la résistance aux Mongols, n'aurait peut-être jamais cristallisé. Au lieu d'une Russie unifiée émergente au XVIe siècle, l'Europe de l'Est aurait pu rester un patchwork de principautés concurrentes sous domination étrangère pendant des générations supplémentaires. Les innovations tactiques démontrées à Kouikovo ont influencé la pensée militaire russe pendant des siècles. L'utilisation du terrain pour canaliser la cavalerie ennemie devint une marque. L'emploi de réserves cachées pour une contre-attaque décisive en fut une autre. La volonté de rester sur la défensive et d'encaisser les coups avant de riposter caractérisa aussi la doctrine militaire russe. Le concept de maskirovka, la dissimulation militaire, joua un rôle crucial avec le régiment d'embuscade. Il devint un principe fondamental, enseigné dans les académies militaires russes. La bataille prouva que les Russes avaient appris de leurs ennemis. À présent de domination mongole, les commandants russes comprenaient intimement les tactiques de la cavalerie des steppes. Ils en connaissaient les forces et les faiblesses. Dimitri et ses généraux n'essayèrent pas de vaincre les Mongols à leur propre jeu. Au lieu de cela, ils créèrent des Xandons, quartièrent des conditions de champ de bataille qui annulaient les avantages mongols et maximisent les forces russes. Le champ confiné empêchait les vastes manœuvres que les Mongols préféraient. La posture défensive absorba le choc initial des charges de cavalerie. La réserve cachée porta le coup de grâce lorsque l'ennemi était trop étiré. Le mérite de la victoire appartient à beaucoup. Le courage et le leadership de Dimitri Donskoy furent essentiels. Il rallia les principautés. Il planifia méticuleusement la campagne. Il saigna littéralement pour son peuple sur les lignes de front. Le prince Vladimir Andreevitch et Dimitri Bobrok exécutèrent la charge de cavalerie décisive avec un timing parfait. Le sacrifice du moine guerrier Peresvet en combat singulier inspira l'armée. Mikhaël Brenok donna sa vie à la place de son prince. Les milliéticistes de guerriers russes d'ordinaire
Mérité entre connaissances. Il te rend fermement sous l'assaut mongol dévastateur. Ils virent leurs mans, ils virent leurs camarades mourir, mais tintrant la ligne. Ils étaient des citadins et des agriculteurs aux côtés de guerriers professionnels. Beaucoup n'avaient jamais combattu auparavant. Pourtant, ils affrontèrent la Wehrmacht, affrontèrent la Horde d'Or et refusèrent de Starvus de céder. Les divers princes russes qui répondirent à l'appel de Dimitri montrent que l'unité russe était possible. Ils amenèrent leur Druzina pour combattre sous la bannière de Moscou, malgré d'anciennes rivalités. Même Serge de Radonij joua un rôle. Sa bénédiction donna à l'entreprise une dimension sacrée. Elle la transforma d'une rébellion politique en une croisade sainte. La bataille de Kikovo est l'un des moments charnières de l'histoire russe, peut-être même de l'histoire européenne. Elle marqua le début de la fin de la domination mongole sur l'Europe de l'Est. Elle forgea un sentiment d'identité nationale russe qui transcendait les principautés régionales. Elle établit le précédent selon lequel Moscou mènerait les terres russes vers l'indépendance et un empire éventuel. La brillante tactique du régiment d'embuscade caché vainquant une force de cavalerie numériquement supérieure devint légendaire. Les historiens militaires l'étudiant encore aujourd'hui. Le courage des guerriers qui traversèrent le fleuve Don est exemplaire. Ils coupèrent leur retraite, sachant qu'ils tiendraient ou mourraient. Cela illustre la capacité humaine au sacrifice pour défendre son foyer et sa liberté. Pendant ans, le peuple russe avait enduré. Ils avaient payé tribut. Ils s'étaient inclinés devant des souverains étrangers. Ils avaient survécu. Le 8 septembre 1380, ils se sont battus et ils ont gagné. La victoire fut coûteuse, incomplète et temporaire, mais elle était réelle. C'était la première fissure dans le jug mongol. De cette fissure surgirait finalement la liberté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette exploration approfondie de l'une des batailles lues les plus remarquables de l'histoire. L'histoire du champ de Kouikovo nous rappelle que même contre des chances écrasantes, la brillance tactique, l'unité et le courage peuvent accomplir l'impossible. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Aidez-nous à atteindre 1000 j'aime au cours des 24 prochaines heures. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Cela me permet de vous proposer d'autres batailles historiques et épiques comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Je pense couvrir soit la bataille des Thermopyles, soit la chute de Constantinople. Laissez un commentaire ci-dessous. Faites-moi savoir quelle bataille, et vous voulez voir ensuite ou suggérer la vôtre. Quelles autres victoires d'outsiders ou chefs d'œuvre tactiques aimeriez-vous voir explorer? Je lis chaque commentaire. Vos suggestions influencent directement ce que je couvre. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment l'histoire militaire ou les histoires inspirantes de résistance contre la tyrannie. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, history, with its stories, is full of moments when all seemed lost. But courage and clever tactics turned the tide. Stay curious, stay inspired, and I see you in the next video.